Donc merci d'avoir choisi d'assister à cette table ronde consacrée à la blockchain dans ces rencontres d'ex consacrées à la confiance. Dieu sait si la blockchain est une interrogation majeure. La blockchain est-elle un nouvel intermédiaire de la confiance? Voilà la thématique que nous allons discuter maintenant. Alors, la tradition, vous la connaissez, hein, c'est d'abord l'économiste du cercle qui vous présentera la problématique, en l'occurrence Valérie Mignon, professeure de Sciences Éco à l'Université Paris-Nanterre. Je vous présenterai nos invités et puis nous commencerons sans tarder le débat. Valérie, c'est à vous. Très bien. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, dans son numéro daté du 31 octobre 2015, le magazine The Economist titrait sa une consacrée à la blockchain, The Trust Machine. Alors, qu'en est-il réellement, hein? Est-ce que la blockchain est vraiment cette machine à confiance à même de changer le monde? Alors, je voudrais commencer par rappeler que la blockchain est apparue en 2008, c'est-à-dire en pleine crise financière mondiale. Alors même que de nombreux pays, au premier rang desquels les pays européens, ont toujours accordé une confiance très importante dans les systèmes centralisés, eh bien la crise, vous le savez, a marqué le début d'une période de défiance généralisée envers les institutions et en particulier envers les banques. Alors ces intermédiaires, les banques, considérées jusqu'alors comme des tiers de confiance indispensables, eh bien, ont vu subitement leur rôle réduit quasiment au néant, puisque l'émergence de la blockchain reflétait le passage d'un système centralisé à un système décentralisé et partagé. Alors, vous le savez, la blockchain repose sur un processus de validation des transactions qui est transparent, sécurisé, collectif et consensuel. Conséquence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires ou de tiers de confiance pour certifier l'intégrité des informations qui sont recueillies et stockées dans la blockchain. Toutes les informations et surtout tous les participants et en particulier les mineurs, vous savez, ces informaticiens qui programment la blockchain, donc tous les participants peuvent accéder à l'ensemble des transactions et à l'intégralité de leur historique, ce qui va garantir leur authenticité. Donc plus généralement, du fait des garanties de sécurité et de transparence et surtout du caractère instantané des transactions, eh bien, la blockchain est perçue comme une technologie permettant de réduire les risques et en particulier les risques de fraude, tout ce qui est falsification, manipulation, etc. Alors, la principale caractéristique de la blockchain, c'est d'être un système, je l'ai dit, décentralisé. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il repose, ce système, sur une multitude d'agents indépendants. Et la conséquence, elle est essentielle, c'est que les décisions, en fait, ne sont pas prises de façon unilatérale par une quelconque autorité centrale, mais elles doivent reposer sur un consensus au sein des mineurs, qui mettront alors à jour le code informatique intégrant la nouvelle règle de gouvernance qui sera adoptée. Et toutes ces règles de gouvernance, au même titre que l'ensemble des transactions, eh bien, sont accessibles à tous. Chacun peut donc s'assurer du bon fonctionnement du système, de la légitimité des transactions, de la véracité des informations, etc. Et si une faille est détectée, vous voyez qu'elle va être immédiatement mise au jour auprès de l'ensemble de la communauté. Alors, la sûreté, je dirais, des technologies et, a priori, des techniques cryptographiques est aussi un gage de confiance envers l'authenticité des données et leur immuabilité. Plus le nombre de participants va être important, plus la blockchain va gagner en robustesse, en sécurité et donc en confiance. Alors, en pratique, qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que l'on observe? Alors, les décisions, effectivement, elles ne sont pas prises par une autorité centrale, mais que se passe-t-il si plusieurs agents se coordonnent et s'allient afin de contrôler plus de la moitié de l'architecture du système?
Eh bien, vous le voyez, hein, ça va mettre à mal la confiance, puisque les décisions et les règles de gouvernance peuvent désormais être prises non plus de façon consensuelle, hein, mais par une majorité. Et conséquence, le pouvoir de décision va être évidemment déséquilibré. Alors, par ailleurs, la traçabilité d'opérations qui fait intervenir une multitude d'intervenants permet-elle vraiment de s'affranchir des risques de détournement, des risques de blanchiment d'argent? Plusieurs événements récents qui ont été largement médiatisés ont altéré la confiance que l'on peut accorder à première vue dans la blockchain et justifient en tout cas que la question soit posée. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais on pourrait citer l'exemple de la blockchain Ethereum qui a subi les attaques d'un hacker qui a détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout simplement en exploitant les failles de ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, je vois que mon temps de parole est épuisé, donc il faut montrer l'exemple, Valérie. Ouais, non, mais je le montre tout de suite. Donc, même si la garantie de sécurité de la blockchain est constamment mise au premier plan, vous le voyez, les risques ne sont pas inexistants et la question de la confiance trouve donc toute sa place. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Valérie pour cette introduction qui cadre bien notre débat. Je vous présente nos intervenants. Néa Narula. Néa est directeur du projet Monnaie Digitale au MIT Media Lab. Xavier Chassin de Kergomo est senior partner du cabinet Gide Loirette Noël, spécialiste de tous les financements adossés à des actifs, titrisation, etc. Alain Guo est fondateur de 2048 Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans l'innovation digitale et notamment les moyens de paiement. Nouriel Roubini est professeur d'économie à la Stern School of Business de l'Université de New York et président du RGE Monitor. Et Alexandre Stashtenko est, c'est vrai, je l'ai bien dit bon. Est cofondateur et directeur général de Blockchain Partner. Donc la règle du jeu, c'est que chacun va intervenir à peu près 7-8 minutes. Alors surtout, je le dis à tous nos panélistes, si vous avez envie d'effectuer une remarque, d'intervenir entre deux interventions, surtout n'hésitez pas. Nous débattrons à la fin de vos interventions respectives. Et puis surtout, on gardera du temps pour vos questions parce que j'imagine que vous en avez beaucoup. On va commencer avec Alexandre Chatchenko qui va nous présenter un petit peu les enjeux de la blockchain et des crypto-monnaies. Alexandre, 7 minutes, la base, 7 minutes. J'ai mon chrono juste là. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci Emmanuel, merci Valérie. Je voulais commencer d'abord par mon introduction assez rapide au sujet des blockchains et des crypto-monnaies, ou en tout cas les éléments qui sont selon moi à retenir de ces sujets-là pour en fait comprendre vraiment ce qui se joue sous nos yeux. Alors je ne vous embêterai pas avec le fonctionnement technique parce que bon, bien sûr, évidemment si ça vous intéresse, je vous recommande de vous y plonger parce que c'est extrêmement intéressant, mais de la même façon que personne n'a besoin de comprendre TCP/IP pour utiliser Internet, je pense que ce n'est pas la seule porte d'entrée vers ce monde-là. Donc moi, pour la suite du propos, j'aimerais juste qu'on retienne une chose, c'est que la blockchain, les crypto-monnaies, Bitcoin en particulier, c'est aujourd'hui la seule façon qu'on a de transférer et de stocker de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance. Et en fait, rien qu'avec ça, on a dit beaucoup de choses. Donc stocker et transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance, en réalité, c'est une évolution par rapport à ce qu'on savait faire avant qui est en réalité assez gigantesque. Parce qu'on pouvait déjà évidemment transférer de la valeur sur Internet, mais on ne sait pas le faire sans tiers de confiance, pas sans PayPal, pas sans Visa, pas sans banque, pas sans tous ces intermédiaires qu'on a habituellement au milieu des transactions. Le rôle des blockchains, en fait, ça va être de justement se passer de ces tiers de confiance. Alors, on parle de valeur, transfert de valeur, et on parle de confiance aussi. De quelle valeur on parle? Eh bien sûr, sur les blockchains, cette valeur, elle est représentée par des crypto-monnaies. C'est l'unité de compte qu'on va suivre sur une blockchain parce qu'on ne sait pas gérer les euros ou les dollars ou d'autres unités de compte sur des blockchains, on va dire, intrinsèquement, en tout cas au départ. Et donc, ce qu'on y transfère, eh bien, ce sont ces fameuses crypto-monnaies qui
sont des unités de compte divisibles qui ont une différence majeure avec les monnaies traditionnelles, c'est qu'effectivement elles ne sont pas gérées et créées par des entités centralisées, en particulier par des banques centrales. Donc la plus connue, c'est évidemment le Bitcoin que vous avez probablement en tête. Donc pas de blockchain sans crypto-monnaie, pas de crypto-monnaie sans blockchain, l'inverse est également vrai. Et en réalité, alors après ce sera mon opinion, mais vous verrez que les avis sont divergents dans ce panel, mais en tout cas, pour moi, dans le sujet blockchain, le plus important, en tout cas le plus intéressant, c'est la partie crypto-monnaie en réalité. La partie blockchain, c'est le procédé technique, et je l'ai déjà dit, mais tout comme aujourd'hui, on s'intéresse au web et à Internet, en réalité, le sujet TCP/IP est maintenant dans une partie de personnes dont c'est l'intérêt principal de savoir comment techniquement ça marche, mais on se sert tous d'Internet. Donc en tout cas, voilà comment, Valérie l'a mentionné aussi, comment une défiance généralisée dans un système en 2008 a créé une sorte d'ovni financier. OVNI financier qui vient poser des questions et ébranler des certitudes, au premier rang desquelles donc une question, c'est justement cette confiance qu'on n'a plus forcément dans un tiers centralisé. Est-ce qu'on peut l'avoir dans la technologie? Mais au-delà de ça, moi, il y a une question en filigrane que je trouve plus intéressante à traiter en 7 minutes, qui est quelle est la monnaie de référence pour l'espace numérique? Parce qu'en réalité, Internet est né et a grandi sans monnaie de référence. Dans les années 90-2000, le fait même d'aller mettre ses coordonnées bancaires sur un site Internet était quand même assez dangereux, ou en tout cas pas forcément très conseillé. Et puis au fil du temps... Oui, limite inconscient. Surtout fin des années 90, on n'avait pas envie de faire ça. Donc au fil du temps, on a vu que justement cet acte-là, qui était inconscient au départ, s'est banalisé. Aujourd'hui, on fait des transferts, on gère ses comptes en ligne, etc., etc. Et le problème, c'est que pour autant, si ces actions constituent en fait des transferts de valeur numérique, en réalité, ce n'est que la numérisation de process qui existe déjà. Et les monnaies qu'on utilise en ligne aujourd'hui ne sont que les représentations numériques de monnaies existantes traditionnelles, mais pas des monnaies de référence du monde numérique en tant que tel. Ce qu'on a eu avec Bitcoin, c'est un actif qui est rare, numérique, qui est fongible. Alors fongible, ça veut simplement dire qu'on ne sait pas distinguer une pièce d'une autre. C'est important pour la monnaie de ne pas pouvoir dire que cet euro-là est différent d'un euro autre. Donc rare, fongible, divisible, transférable et global. Donc on retourne un peu aux sources d'Internet, c'est-à-dire voilà, un réseau qui était global, qui était transparent et auquel chacun pouvait participer. Et ces caractéristiques lui permettent généralement d'être comparé à de l'or numérique, comparaison que je soutiens, parce que c'est un actif qui devient précieux, indépendant d'un État ou indépendant d'une entreprise, et donc qui peut servir de monnaie ou de valeur refuge si vous le souhaitez. Le plus important, c'est quand même que tout ça est, on va dire, permissionless, c'est-à-dire sans permission. Là où Internet en fait a permis à tout un chacun, évidemment avec scepticisme et opposition au départ, de créer, de publier, de conserver, d'échanger du contenu sans demander la permission, que ce soit à la poste ou à un média plus traditionnel, Bitcoin fait la même chose, mais pour la valeur. Donc vous avez maintenant la possibilité d'acquérir, de concevoir, de recevoir, de transférer de la valeur sur Internet sans demander la permission. Donc pour moi, c'est ce qui fait qu'en résumé, alors en Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies, mais dans le temps qui m'est imparti, je me focalise sur Bitcoin, constitue pour moi la première véritable monnaie justement de référence, ou en tout cas ce qui devrait l'être pour l'espace numérique, parce qu'elle est numérique justement, parce qu'elle est mondiale par nature, parce qu'elle est ouverte à tous, et parce qu'elle est indépendante de toute entreprise ou État. Donc en conclusion, on peut voir que pour certains, c'est une véritable révolution, parce que il suffit de penser aux non-bancarisés en particulier, qui n'ont justement pas accès au système bancaire. Ça représente plus des 2/3 des adultes de cette planète. On peut penser aussi à tous ceux qui sont exposés à des institutions financières moins fiables ou peu fiables. Alors évidemment, en ce moment, on va penser au Venezuela, on va penser au Zimbabwe, on va penser à l'Argentine, mais on va penser à des pays un peu plus grands comme la Russie, comme l'Inde, ou comme, si je suis un peu taquin, la Grande-Bretagne. Le pound a perdu 40% de sa valeur en 10 ans, donc ça reste quand même un sujet d'interrogation. J'anticipe sur les remarques sur la volatilité de Bitcoin, c'est pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'inverse, pour d'autres, en fait, c'est un usage assez relatif. Peut-être que Bitcoin n'est pas forcément digne de confiance quand on a confiance déjà dans les institutions centralisées. Il est probable d'ailleurs que pour la plupart d'entre vous, en réalité, Bitcoin ne vous serve à rien. En tout cas aujourd'hui, rien du tout, j'insiste. C'est même extrêmement probable, puisque
il est fort probable que vous soyez bancarisé, il est fort probable que vous soyez dans un pays dit développé, avec une monnaie parmi les plus stables du monde. Donc globalement, si votre conseiller bancaire vous inspire confiance et que les virements SEPA, ça vous suffit, globalement, vous pouvez voir le sujet Bitcoin, blockchain, crypto-monnaie comme assez annexe, peu important finalement. Mais je terminerai là-dessus. Ma conviction, c'est que justement, attention, c'est avec ce biais, cette conviction que Bitcoin ne vous sert à rien, qu'en fait, on peut aisément être conduit à penser que Bitcoin ne sert à rien dans l'absolu, ou en tout cas ne sert à personne et ne servira jamais à rien. Or, pour moi, c'est toujours la meilleure comparaison. Si Internet n'avait aucune utilité non plus pour les utilisateurs du Minitel en 95, ou bien ceux qui passaient par des médias traditionnels et pour qui c'était l'alpha et l'oméga de l'information, eh ben, on constate a posteriori que leur avis n'était pas forcément partagé par tous, et qu'il aurait peut-être mieux valu conclure, en tout cas en France, que Internet ne servait pas à rien, puisque c'est la conclusion à laquelle sont arrivées les élites françaises des années 90. Donc pour moi, Bitcoin correspond, en tout cas constitue le prolongement d'Internet, prolongement naturel. Internet a besoin d'une monnaie mondiale qui ne soit pas nationale, qui soit ouverte à tous, qui ne soit pas contrôlée par un géant privé non plus. Et cette monnaie, pour moi, elle existe déjà. Il s'agit de Bitcoin. Alors, il peut s'agir d'autres. Hein. Bitcoin n'a pas n'est pas le monopole des crypto-monnaies. Mais pour moi, on peut choisir d'être aveugle ou ignorant. Mais pendant ce temps, les alternatives se construisent. Et en l'occurrence, ces alternatives, elles s'appellent monnaie privée. Et Facebook en a donné le top départ il y a maintenant 2 semaines en lançant sa propre crypto-monnaie. Donc, dans le monde du futur, est-ce qu'on veut une monnaie étalon numérique qui soit commune, un peu un Wikipédia contributif, où en fait dès le départ Wikipédia on pensait que ça marcherait jamais, hein. Une encyclopédie construite par la foule, mon Dieu, ça va jamais marcher. Puis aujourd'hui c'est la référence. De la même façon, est-ce qu'on préfère pas ça pour la monnaie du numérique de demain plutôt que des monnaies privées? Voilà, merci. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Alors là, on a focalisé sur les aspects crypto-monnaie. Néa Narula, les changements impliqués par la blockchain vont quand même bien au-delà des crypto-monnaies, avec pas mal de modifications, tout ce que ça change. Alors, fin des intermédiaires, on l'a dit, mais des coûts de transaction plus faibles, des gains de temps, d'efficacité. Et puis, on va s'interroger quand même sur les questions de confiance que l'on peut accorder à ces données. Néa, c'est à vous. Merci. Je suis très honorée d'être avec vous. And now I will switch to English. I'm sorry. So thank you for having me. So I would like to reiterate this comment about trust and the lack of trust in today's society, especially among the youth. Institutions have become very large, very opaque, and very hierarchical. And I think that people who are digitally native are starting to place more trust in things like networks than in institutions, more trust in software than in these large behemoths that are run by people. So people are interested in ways to organize without traditional institutions. But why do we care about intermediaries and the lack of intermediaries? Intermediaries are not necessarily all bad. However, sometimes they act as rent seekers and sometimes they act as gatekeepers. They actually prevent access from happening. I'm not merely talking about those who don't have access to the financial system, 2 billion people who are unbanked, but I'm talking about something else. I'm talking about innovation. I think we take for granted how slow and cumbersome our existing financial system is today. I can send an SMS to anyone in this room pretty much instantaneously, very cheaply, if not for free. However, I can't send you a small payment digitally. Being an American with an American bank account, it's very unlikely that we're on the same financial network. This impedes innovation. It means that we can't build things using finance, using the transfer of value, that would be very interesting to build. So for the first time, we have another choice. We have cryptocurrency technology and what it implies and what it brings about. Cryptocurrency technology is not without its problems, and I'm sure you will hear a lot more about those problems from my colleagues. Certainly, it's very slow. It's very cumbersome. Prices are volatile. It's used for criminal activity. These things are all actually true. However, through another lens, they're not true. Something taking a long time is better than it not happening at all.
Using a lot of energy is where the technology is today, not necessarily where the technology is going to be in the future. And in terms of the volatility, as Alex pointed out, it's certainly less volatile than a hyper-inflating currency. In terms of the criminal issue, I think that this is actually very interesting, and it speaks to where we really need to think about where the technology is going more so than where it actually is today. The technology is not finished. We're in the 60s or 70s, maybe 80s of internet technology. We are not at the point where we've developed the user-facing systems, the browsers, the web. We're still developing the protocols. We're still trying to decide upon the protocols that we're using. When it comes to things like privacy, law enforcement actually loves the use of cryptocurrency today because all transactions are public on the most popular cryptocurrencies. They're visible, they can be traced, and they've been used to do so in cases like the Silk Road case in the United States. That is changing. We are developing new privacy technologies, and some would argue that privacy is an inherent right. However, those technologies can be used in concert with law enforcement. So instead of our traditional sort of regulation, AML and KYC, where we rely upon actually getting insight into all financial transactions, and we rely upon institutions like banks to police transactions for us, we can think about developing new forms of regulation that act at a different layer, and we can do so in concert with the technology that we're developing for privacy. So there are certainly a lot of scams in this world. There's a lot of hype. There's a lot of fraud. I think that this is applicable to any area where a new technology develops and it doesn't quite line up correctly with existing regulations. Existing regulations are not, they just quite frankly don't apply to a lot of cryptocurrency technology. A lot of regulation is based on the idea that there is an intermediary to regulate, that there is someone standing in the middle who can have a list of all the users, who can stop transactions from happening. I think what's important to note about this technology is that it's here and it's not going away. Now that we're seeing massive corporations start to adopt it, or at least use the terminology of the technology, I think it really speaks to the fact that it's not going anywhere, and we're going to have to adjust our regulations and our laws in order to handle it. So I think the point that Valerie brought up about confidence and how that confidence is now moving to software is particularly apt, and it's something that we really need to worry about and be aware of. This technology is distributed. It's very hard to change, and it's also sometimes referred to as unstoppable. That's not necessarily 100% true, but it is very difficult to reverse transactions, and in some cases completely impractical. However, that is actually a bit of a concern. It means that it's much more difficult to undo things, and if there are bugs in the software, it's much more difficult to fix them, and we're seeing that happen right now. That's where I think we need to be aware of the fact that the technology is not done yet. It is still in development. We are still developing new ways to write this software safely to make sure that it's safe and secure. And that's happening. It's not clear that the valuations that we're seeing of various different coins and tokens and companies in the space match up to where the technology is and how safe it actually is. So that's something to be concerned about. But I do think that this technology is very much here to stay. It represents a change in the way that people think about trust, think about networks. It's finally applying these ideas, moving them from data over to the financial system. Thank you. Merci beaucoup, Néa. Xavier Chassin de Kergomo, Néa l'a dit, on a plus confiance aujourd'hui dans les réseaux que dans les institutions. Et on voit bien que justement derrière cette blockchain et ce transfert finalement de confiance, il y a derrière des enjeux juridiques assez considérables. Oui, en effet. Alors, comme vous l'a dit Emmanuel, moi je suis l'avocat de la bande, donc j'imagine que vous êtes déjà en train de vous imaginer que je vais vous dire qu'il y a énormément de risques partout, que c'est horrible, etc. Alors, au risque de vous surprendre, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent d'habitude. Hein. Oui, mais néanmoins, j'accompagne aussi les clients dans la confiance parfois, heureusement.
Et donc, au risque de vous surprendre, de dire que j'ai plutôt confiance dans la technologie de la blockchain et dans ses perspectives, avec néanmoins, vous allez le voir, une nuance de taille concernant les crypto-monnaies, puisque contrairement à Alexandre, moi je pense que les crypto-monnaies et la blockchain sont dissociables. Il y a une technologie qui est très intéressante et crypto-monnaies qui posent éventuellement de vraies difficultés. Alors, avant de parler de confiance, effectivement, comme le disait Valérie, il y a le principe de base de la blockchain, c'est la défiance vis-à-vis des États, vis-à-vis des banques et plus généralement vis-à-vis de tous les intermédiaires. C'est donc censé être des transactions complètement désintermédiées. De mon point de vue, ce n'est pas complètement aussi simple que ça, c'est-à-dire que la blockchain, elle propose une nouvelle confiance fondée sur le manifesto fondateur, fondée sur les preuves cryptographiques, fondée sur le consensus entre les acteurs de la blockchain dont parlait Valérie tout à l'heure. Et ça s'appuie sur une technologie qui permet de rendre les transactions immuables, traçables, infalsifiables. Et cette technologie, cette confiance absolue dans la technologie se résume dans une expression que j'aime beaucoup, c'est « in code we trust ». Il n'y a que ça en quoi nous avons confiance. Alors, de mon point de vue, la réalité est un peu différente. C'est-à-dire que la blockchain a rendu possible et nécessaire l'émergence de nouveaux acteurs non régulés, à ce stade en tout cas, dans la plupart des pays. Et ces nouveaux acteurs sont autant d'intermédiaires de confiance. C'est-à-dire qu'on doit quand même passer par une technologie qui n'est pas autopilotée. Il y a bien des entités qui sont derrière pour faire fonctionner l'ensemble. Et tout comme les États et les banques, ces nouveaux acteurs peuvent faire l'objet de suspicions concernant leur intégrité, leur capacité à prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme, leur capacité à éviter la perte de cryptoactifs tel que ça a été déjà mentionné. Et en sens inverse, comme le disait Néa, il y a quand même la possibilité, grâce à la blockchain, de penser que des pays et des populations entières qui aujourd'hui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel pourraient, via la blockchain, avoir accès à des transactions financières, pas nécessairement sophistiquées, même des transactions assez basiques, au moyen de la blockchain, et que ça puisse constituer une perspective extraordinaire pour beaucoup de pays et de populations. Je préférerais, vous l'aurez compris en ce qui me concerne, que ces nouvelles perspectives pour ces pays et populations ne passent pas par le passage obligé des crypto-monnaies. Il y a une différence fondamentale entre les monnaies traditionnelles et les crypto-monnaies. C'est que les crypto-monnaies, elles reposent sur la seule confiance. Un point, c'est tout. Les monnaies traditionnelles, elles reposent sur des fondamentaux économiques et financiers du pays émetteur. Et surtout, une monnaie traditionnelle, elle a force légale obligatoire dans le pays émetteur. Ça veut dire que concrètement, personne dans le pays émetteur ne peut refuser un paiement dans cette monnaie. Vous avez des dollars, vous êtes aux États-Unis, personne ne peut vous refuser un paiement en dollars. Même chose en euros, en Europe, en zone euro. Et croyez-moi, la force publique interviendra rapidement et fortement si jamais il y a une multiplication d'acteurs qui refusent la monnaie nationale. C'est ça, la force légale obligatoire. La crypto-monnaie, elle n'a pas force légale obligatoire. Et tout au plus, peut-il y avoir des gens qui s'engagent contractuellement à accepter des paiements dans une telle monnaie, mais le non-respect d'une obligation contractuelle n'est pas du tout sanctionné de la même manière que le fait de refuser la monnaie nationale dans un pays. Et c'est une différence fondamentale qui, à mon avis, fera parler d'elle dans les années qui viennent, puisqu'il y a vraiment, de mon point de vue, une différence en fonction de l'évolution de la confiance. Certes, le dollar peut baisser, l'euro aussi, mais ça repose quand même sur des fondamentaux. Alors vous allez me dire, et le droit dans tout ça? Comme pour Internet, en fait, le droit, il s'est révélé quasiment impossible de réguler une technologie en tant que telle. Et donc, on a choisi de réguler les acteurs de cette technologie. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, il y a une grande divergence entre la démarche des différents États. La Chine interdit les transactions via la blockchain, ce qui peut paraître paradoxal puisque les 2 tiers des acteurs de la blockchain sont localisés en Chine.
Les États-Unis requalifient l'intégralité des opérations et des actifs en instruments financiers, donc les régulent via donc le fait que ce sont considérés comme des instruments financiers. La Suisse et les micro-États font plutôt le choix d'une régulation très light, voire pas de régulation du tout pour l'instant. Et la France, suivie par l'Allemagne et l'Italie, choisit plutôt, comme d'habitude, une solution intermédiaire avec certaines qualifications en instruments financiers et pour l'autre, une régulation. Et d'ailleurs, la loi française a reconnu l'existence de la blockchain. Alors, en conclusion, moi, je pense que après cette première phase de régulation désordonnée, en fait, les États n'auront pas d'autre choix que de s'accorder sur une régulation de la blockchain. Et dès lors que les grands États se seront mis d'accord sur des principes régulateurs, ils pourront imposer aux micro-États qui souhaiteraient faire une dérégulation générale leur volonté, comme ils l'ont fait pour la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude fiscale. En revanche, si jamais ces États veulent réguler de manière trop précise, le risque, c'est que tout de suite, ce soit périmé, c'est-à-dire que compte tenu de l'évolution rapide de la technologie de la blockchain et de ses usages, eh ben, les principes soient trop précis et soient inadaptés, au risque de pénaliser les acteurs localisés dans ces pays. Donc, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est effectivement une régulation qui soit sur la base de quelques très grands principes de nature à protéger les transactions et les acteurs, les investisseurs de la blockchain, et par ailleurs une large place faite à ce qu'on appelle la soft law. La soft law, c'est-à-dire ça renvoie à des usages de marché, à des labels, à des notations, à des bonnes pratiques qui, elles, évidemment, s'adaptent à mesure que la pratique s'adapte. Merci de votre attention. Merci beaucoup Xavier. Alors on a commencé à balayer tous les aspects de cette blockchain, les aspects plutôt utilitaires, utilitaristes, à quoi ça sert, les crypto-monnaies notamment. On vient de voir les enjeux juridiques. Et donc Allen Go souhaitait, lui, vous souhaitez insister, Allen, vous plutôt sur les aspects opérationnels autour de la blockchain. Bonjour. I think Alexandra and Neha already covered pretty much everything about the basics of blockchain and crypto. I'll make it short so we can save more time for interaction and debate. But let me start with a little poll. How many people have crypto? I mean, BTC. Well, okay, that's roughly 15–20%. I think the audience is kind of biased because you will see in the other room, probably there won't be that much people raising hands. On the other side, I think it's really a sign that we are in very early stage of crypto development. Well, sorry, I'm talking about crypto. I assume that maybe the topic is blockchain, but I agree with Alexandra that there's no way you can separate crypto with blockchain. If we talk about blockchain without crypto, I think it's kind of boring, okay? Is it useful? Yeah, for sure. Blockchain has been around for like 30 years. Have anyone realized that? Okay. Without crypto, like 10 years ago, nobody really cared about blockchain. The only reason we talk about blockchain today with this audience is because Bitcoin has been pretty popular. Okay. But compared to internet, I've been working in internet for many years. A little bit background about myself. I was trained as a nuclear scientist back in college, then switched to EE Semiconductor. But spent more than 15 years working on internet, started one of the largest dating company in China. But we got in the crypto blockchain thing pretty early. The only reason is, I do think the crypto, the blockchain, as part of the technology innovation, following the internet, is another big step of human digitization of our world. And let me repeat it. For the past 50 years, we have been experiencing a time we called digitization of our world. We have digitized our communication. We have digitized our daily experience. We have digitized
pretty much everything, the way we learn things, the way we communicate, the way we express ourselves. But at the same time, we are still using something very traditional, something coming from hundreds of years ago, the fiat currency, so-called. But remember, the fiat currency supported by the government was not always there. 2,000 years ago in China, for example, there were hundreds of currencies flowing around in the market without the government backing, okay? Because at the time, the government was not strong enough for transportation, for communication, even the law enforcement. The only reason we have this fiat currency is because what technology advancement? Because the country has more power to control this. But time goes on. Now, we are kind of entering into another time when technology actually take another form to decentralize, democratize the way we exchange value, the way we exchange trust. So I would say, the crypto and blockchain is a way to digitize the trust. And trust has many ways, right? But money is the most fundamental way we put on our trust. Let me put it very short. You like it or not, the technology is there. Some people trust it without reason. Some people trust it because it makes money for some other people. But once technology gets on the internet, as it today, nobody can really kill it. The blockchain is sitting there and Bitcoin is sitting there. Even the government as strong as like US, there's no way you can subpoena someone to stop the service, to stop the technology. Okay? So I would say, for individual, for the government, you have choices. Either embrace the new technology or be skepticism for a long time, but you're going to be marginalized. Thank you. Merci beaucoup, Alain. D'abord, je vous félicite tous pour respecter à la minute près le temps de parole qui vous est imparti. Et ça en laissera peut-être un peu plus à Nouriel Roubini. Alors, Nouriel Roubini, tout le monde connaît vos positions. Vous les tenez dans les plus grands médias du monde entier. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez entendu là, ça n'ébranle pas un tout petit peu votre scepticisme sur cet univers de la blockchain et des crypto-monnaies? Yes, good morning, everyone. Thanks for being here. Yes, I'm a public critic. I testified actually in the US Senate Banking Committee last October, and the title of my testimony was something like cryptocurrencies are the mother and father of all bubbles now gone bust. And blockchain is the most overhyped technology in human history, and no better than a database or a spreadsheet. So I said that last October. I'll try to explain why I believe it's still the case today. First of all, it's clear there was a bubble in cryptocurrencies in 2017. Bitcoin went up from 1,000 to 20,000 a year by December. And then last year, 2018, it collapsed by 85%. That was the best because the other top 10 lost 92% of their value, while thousands of other what I call shit coins, but that's it's a technical term. If you look in Google and you type shit coins, there are about 500,000 items there. So thousands of other shit coins literally lost 99% of their value last year. Yeah, there has been a recovery of Bitcoin and other cryptocurrencies, but Bitcoin even today is still 50% below the peak. Ethereum is the second largest one, is still about 80% below peak, and that's the best because all the other ones are 90% or more below their peak. So in spite of this recent bubble, this driven by another round of manipulation, all of these currencies are still way down.
If you look at these academic studies on what's happened in the crypto space, you have never seen in your lifetime and the lifetime of financial history, and there are plenty of scams and manipulation of penny stocks, but nothing like crypto. You have 5,000 separate pump and dump schemes, chart lines where people prepare to attack a certain currency and pump it up and then dump it. There is spoofing, there is wash trading, there's front running. The study suggesting that this crypto stablecoin Tether explain 80% of the rise of Bitcoin in 2017, and they just printed during the last 2 months another billion out of fiat of this Tether, and that explains why Bitcoin is going up. So it's a total, massive, unadulterated kind of a scam. This is a space that is full of scammers, con men, carnival barkers, little criminals, insiders, snake oil peddlers, people who are talking their book 24/7 and manipulator. I'll give you just one example. I debated, unfortunately, just a few days ago in Taipei, Arthur Hayes, who is the head of the biggest crypto derivative exchange in the world. So what's his business model? And there is a video of him, you can watch it yourself. He says, there's out there a bunch of people, he calls them degenerate gamblers. And he says, these are my clients. So what degenerate gamblers are retail people. These are not big investors, small investor, retail suckers. So what I'm going to do is going to peddle to them these crypto derivatives, but with a leverage not of 5 times, not of 10 times, not of 50 times, a leverage of 100 times, okay? So you can leverage up 100 times. These are people that have no net worth. They're not accredited investors. In any country in the world, it's illegal to have small investors to invest into risky stuff. It's illegal in France, it's illegal in UK, it's illegal in the United States. No, it goes in peddles to these retail suckers, leverage of 100% on crypto derivatives. That means that if you put your money up, and there's even a small change, 0.5% in the price of the security, then you're completely losing your entire equity. You're liquidated. And not only they make money, essentially by having commissions on this trading, but when they liquidate you, and there is a whole website on Twitter that is called BitMEX Wrecked. Wrecked is an English term for literally sodomized. It means sodomize. So every second you have who has been wrecked, who has been sodomized one by one, and at which price, okay? So thousands of people have been wrecked this way, right? And they make money, not only the commission, but when they liquidate you and you go bankrupt, then they take some of that money and they put it into this, unquote, liquidation fund. And that's half of the revenues. And they are set in the Seychelles, outside of any regulatory things, no AML, no KYC, no protection of small investors, and they do it day in, day out. And the guy says, if anybody's trying to sue me in the Seychelles, let's see how you do it, because absolutely it's impossible to sue anybody in the Seychelles, a little island offshore in the middle of the Indian Ocean, okay? So these people are criminals. They're worse than drug pushers, okay? And that's the biggest exchange in the world. I can give you dozens of other examples of other exchanges. This is the biggest one. Just to give you an example of what's happening. This is total, utter criminality. These people are worse than drug pushers. They're worse than crack cocaine pushers. That's what they do. They addict to you, and then they destroy you, and then they liquidate you, and they make profit out of you. That's what's happening all over the place. And people ignore it, because there are millions of people who are retail suckers, who are totally clueless, who bought Bitcoin at 20,000 and lost everything. And I know personal friends of mine, men in New York, who bought at the peak and lost their shirts, all of their financial savings. And people say, we need different types of regulation, or it's impossible to regulate this space, and so on. It's just total hypocrisy, because these are total criminals. And anybody who says we don't need regulation of this stuff, they're actually working and doing business with these types of criminals. Second point, they call them cryptocurrencies. It's nonsense. These are not currencies. Anybody who had studied monetary theory, and I've been teaching it for 50 years now, knows what's a currency. A currency has to be a unit of account, a means of payment, and a stable store of value against goods and wealth. Is there anything that is issued in price of Bitcoin in the world? Nothing. Is there a Bitcoin or any cryptocurrency used as a means of payment? No. And you know why? Because technologically, with Bitcoin, you can do 5,
5 transactions per second. If you use your Visa credit card, you can make 25,000 transactions per second. Nobody's using it. I was at this conference on blockchain, again in Taipei last week. Do you think they accept Bitcoin when you want to pay the conference fee? Of course not. It will be crazy. Nobody, not even the blockchain people, accept Bitcoin as a payment. And you know why? Because if they accepted it, the price of Bitcoin went to 14,000 literally a week ago, and then it fell by the time I was at the conference at 10,000, lost 1/3 of its value. So if the concert organizer accepted Bitcoin as a means of payment, they would have lost all their profit margin. So there is no business in the world, there is no merchant who is fucking idiotic enough to accept Bitcoin or any other shitcoin as a means of payment. It's just nobody does it. They just peddle it, and the entire transactions is one shitcoin traded against the other one. There is no real transaction for any goods and services. You can do only 5 per second. Is it a stable store of value? No. People talk about, you know, fiat currency being debased. In 99% of the world, in the US, in Europe, in Japan, inflation is closer to 0 than anything else. Money is totally stable. You have a real purchasing power on goods and services. Your wealth is stable. You put your money into this stuff, one day goes up 10%, the next day falls 30%. It's not a stable store of value. So it's not a unit of account, it's not a means of payment, it's not a store of value. Calling them currencies is just a joke. It's a total joke, absolutely so. I'm all in favor of financial innovation. And there is financial innovation everywhere around the world. It's called FinTech revolution. It's based on AI, big data, and Internet of Things. It's revolutionizing payment system, credit allocation, asset management, insurance. You want to do digital money? There is already digital money. Everything is digital in the financial sector. Everything is a digital transaction. You want to do digital payments? There are billions of people around the world who are using for billions of transactions things like Alipay and WeChat Pay in China. Nothing to do with blockchain, with crypto. UPI-based system in India, 1.3 billion people. 1 billion people in Africa using M-Pesa in Kenya and all over Africa. In the US, you have Venmo and PayPal. So we already have digital money. It works at 0 cost, is secure, is scalable, and is centralized. While in blockchain and in crypto, is not secure, is not scalable, 5 transactions per second, and is not secure in any way, and is not even decentralized. They talk about decentralization and trustless system. It's a joke. It's a total joke. The miners are an oligopoly centralized. The developers are a mafia of coders who change the code when they want. 99% of transactions occur in centralized exchanges, and the wealth concentration in Bitcoin is worse than North Korea. The Gini coefficient of income inequality in North Korea is 0.86 because Kim Jong-un owns pretty much the entire country. In Bitcoin, the number is not 0.86, it's 0.88. Okay? This is the level of centralization, a concentration of power and greed that has been achieved in Bitcoin and in blockchain and in crypto. It's worse than North Korea. So give me a break talking about trustless system or systems that are decentralized. And blockchain is blockchain in name only. When people talk about blockchain, it's nonsense. All these corporate DLT are private, they're not public. They're permissioned, they're not permissionless. They're centralized, they're not decentralized. They're not based on trustless verification, but they're based on trusted authorities. So they're blockchain in name only. They're not even working. There is a study suggesting that out of 43 experiments done with blockchain to bank the unbanked, to have reduced poverty, to give identity or money to refugees, out of 43 examples and case studies, which one works? Zero. Zero. None of these experiment works. It's just bullshit. No, yeah, thank you. Bien. Après, attendez. Ne partez pas. Après ce réquisitoire du procureur Roubini, qui a en plus légèrement dépassé son temps de parole, avant de passer la parole à la salle, je vous donne 1 minute chacun, vous les avocats, plutôt de la blockchain et de Bitcoin, comme réponse. Alors, Néa, Alexandre, Allen, Xavier, vous avez chacun 1 minute pour conclure après cette intervention du professeur Roubini. Alexandre. Ah, ça secoue, hein. Yes. Ça secoue. Non, mais il y aurait...
enfin, si je devais prendre 30 secondes pour répondre à chaque argument, on y serait là demain, je pense. Là, là, une remarque. Donc je vais une essayer remarque. de me concentrer sur quelque chose. Alors, vous avez dit par exemple, donc le Bitcoin c'est volatile, c'est 50% de son pic. Ça me semble quand même assez biaisé comme jugement, puisque si je prenais le même jugement pour le dollar est à 98% en dessous de son pic, puisqu'il ne fait que perdre de la valeur chaque année, c'est le principe de l'inflation. Donc je pourrais très bien dire que le dollar c'est bullshit, un repère de criminels, etc. Parce que depuis 1913, ça a perdu 99% de sa valeur. Mais bon, je n'utiliserai pas ce... 1913, pas en 15 jours. Pas en Non, 15 mais semaines, d'accord, pas en mais un mois. il se trouve que le dollar, quand vous en achetez, c'est quand même la seule, on va dire, le moyen le plus safe d'être sûr de perdre de l'argent tous les jours. Parce que c'est le principe de l'inflation. Enfin bon, du coup, je passe 30 secondes sur chacune des choses. Je trouve qu'en fait, le propos que vous avez n'est pas tant sur Bitcoin, mais en fait, ce que vous vous attaquez réellement, c'est plutôt un comportement primitif, agressif, financier, qu'on retrouve dans un marché immature. Mais j'attends toujours qu'on parle de la technologie, en fait, parce que ces comportements, on le retrouve sur le marché du diamant, on le retrouve sur le marché d'Internet lorsqu'il était à ses débuts, et j'ai pas l'impression que ça vous embête autant que pour le Bitcoin. Deux points encore. J'entends donc beaucoup de scammers, des bulles dans tous les sens, etc. Je pense clairement que vous n'auriez pas acheté du coup d'actions Amazon en 99, mais chacun sait ce qu'il en est devenu depuis. C'est qu'évidemment, dans un marché immature comme le sont les blockchains, enfin les crypto-monnaies, parce qu'au moins il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est qu'effectivement, généralement, les blockchains sans crypto-monnaies se transforment en registre centralisé inintéressant. Et je pense que Allen l'a dit, mais on voit très bien dans tous les marchés qui sont naissants, en réalité, effectivement, c'est forcément volatile, c'est le principe même du risque. Si vous attendez que ce soit plus risqué pour y aller, ça ne s'appelle pas du risque. Merci Alexandre, merci Alexis. Encore une chose. Non, parce qu'après il y a Néa. En 15 secondes, je termine juste sur la partie store of value, parce que justement, je trouve que ça illustre, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ce biais dans mon introduction, je trouve que vous tombez parfaitement dedans, c'est-à-dire, comme vous faites confiance à votre banque, du coup, tout le monde devrait. En réalité, c'est pas ça, c'est que la confiance n'est absolument pas un absolu, c'est toujours du relatif. Est-ce que vous avez plus confiance dans ça ou dans ça? Et évidemment, encore une fois, si vous êtes en France, bancarisé avec des virements SEPA et que tout se passe bien, Bitcoin ne vous sert à rien. Si vous êtes actuellement au Venezuela et que vous essayez de sortir du pays, je peux vous garantir que vous allez revoir votre jugement. Merci Alexandre. Néa, your reaction. Thank you. I just want to say, I think the only technologies more overhyped than blockchain are AI, big data, and Internet of Things. So I just had to get that out. Much of what Nouriel said is true. It's absolutely true. I'm not going to defend this technology and say it's perfect. I'm not going to say there are no scammers. There's a tremendous number of scams, incredibly creative scams that are spending tons of money. Personally, my value system is such that instead of taking a more paternalistic view and telling people where they are or are not allowed to take risk, I think that in some sense they should be allowed to do what they want with their money, within bounds, of course. Much of what has been said applies to Las Vegas, and yet we don't seem to be outlawing gambling sites completely. But really, I think what this comes down to is, look, this is not perfect. This technology is not there yet. Yes, the miners use a tremendous amount of energy. It appears there's only a few of them. The developers seem, in some cases, to have tremendous control of the code. The code isn't ready yet. The question is, do you see a kernel of something interesting here or not? And you might say not. However, I think that we've never seen a way to marry incentives to the security of a distributed system the way we have with this technology. And quite frankly, the financial system as it exists right now is not working for everyone. There are tremendous inefficiencies. There are plenty of people who do not have access. Yes, WeChat and Alipay and UPI are wonderful. You go to Kenya and you see the use of M-Pesa and it's very impressive. But do we really want to turn Alibaba and Tencent and Safaricom into the new Google and Facebook, these behemoths that are aggregating all of our financial data and will end up having control over our financial system? Or do we want to consider this technology, which though imperfect, is the only chance I've seen of combating something like that? Merci Néa. Merci Néa. Allen, une réaction rapide aux propos de Nouriel Roubini. Yeah. I agree, actually. 99% of the criticism is correct. But on the other side,
remember, every time new technology emerged, it was not perfect. It was actually very shitty at the very beginning. Okay? I came from semiconductor industry. In the semiconductor, there is something called Moore's law. Okay? So when new things come at the very beginning, or actually for a while, for a long while, it's worse than existing system. It's worse than existing solution. But as time goes on, it's getting better and better, especially for the digital part. So I want to draw the analogy for investors. Each time we face something really new, something really new we haven't seen in human history, we have to use analogy. I would say, crypto is more like 500 years ago when humankind find a new continent. Okay? It creates new opportunity. It's full of new things for different kinds of people. It's going to be a reshuffle force for individuals, for governments, for companies. Some people can take advantage of it. Some people will lose money for it. So it's more like a choice. I hope I can answer this question, but at the end of the day, what we see is the technology arrived and it's getting there. Every day it's getting better and better. It's still pretty bad. If we use global user base as a kind of a reference, it's roughly at the age of 1995, I would say, compared to internet. Okay? When the global user base is roughly 40 million users, well, compared to the big bubble, like in the year of 2000, in the year of 2000, we have 150 million users globally, so we are far from that. Merci, Alain. Allez, dernier mot, conclusion, Guillaume, et après on passe la parole à la salle. Xavier, pourquoi je vous appelle Guillaume? Alors, pardon, Xavier. Pas de problème. Concernant les crypto-monnaies, vous aurez compris que je partage assez largement l'avis de Nouriel, même si mes propos sont restés plus respectueux de vos anatomies. Ah, mais comment il vous a retourné, Nouriel? Alors, c'est incroyable. En revanche, concernant la technologie de la blockchain, je partage plutôt l'avis d'Alain, c'est-à-dire que concrètement, la technologie, qu'on le veuille ou non, elle est là, cette nouvelle technologie, elle est là. Et même s'il y a des acteurs, et Nouriel l'a démontré, des acteurs, des escrocs là-dessus, etc., la technologie, elle est là, elle est intéressante, elle continuera de se développer, et sous réserve, encore une fois, d'une régulation efficace, elle marchera et elle constituera un progrès. Et pour moi, écarter d'emblée cette technologie au motif que c'est aujourd'hui un peu le Far West, c'est un peu les communes qui, au XIXe siècle, n'ont pas voulu que le chemin de fer passe sur leur commune. C'est-à-dire que concrètement, cette technologie, qu'on le veuille ou non, elle va continuer de se développer et de prospérer. Et simplement, évidemment, il faut créer les conditions pour que ce ne soit pas juste le repère de bandits qui a été décrit, mais, et d'ailleurs, on devrait parler plutôt des blockchains que de la blockchain, puisque ce sont des réseaux qui sont distincts les uns des autres, et que tous les réseaux ne sont pas nécessairement le reflet de la description qui en a été faite. Merci beaucoup. Allez. Maintenant, vos questions. Monsieur, ici. Bonjour. Bonjour, Jean Fagot. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un ou deux exemples d'applications de la blockchain que je pourrais utiliser dans mon entreprise? Parce que je ne connais pas du tout. Hein. Qui veut répondre? Alexandre? Oui, alors, Alain? Enfin, moi, si je reprends le propos que j'ai eu, l'application, je trouve la plus innovante, ce sont les crypto-monnaies. Donc après, justement, les accepter, en transférer partout dans le monde. Après, l'utilisation des blockchains, et je ne vais pas non plus torpiller mon propre business, puisque moi, ma boîte aujourd'hui, on accompagne aussi de la blockchain privée, même si j'insiste et signe sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les blockchains dites permissionnées, ou en tout cas sans crypto-monnaie, sont moins intéressantes. En fait, elles sont l'équivalent de l'intranet pour Internet. Donc ça ne sert pas à rien, mais ce n'est pas une innovation de rupture.
Donc ces cas d'usage-là pour votre entreprise, il y en a un certain nombre. Il y a de la traçabilité, mais il faut se mettre d'accord avec les parties prenantes de votre système de traçabilité. Ça peut être des fournisseurs, des clients par exemple. Il y a de la certification que vous pouvez même faire sur une blockchain publique, donc Bitcoin par exemple ou Ethereum. Et ça consiste à juste prendre une trace d'un document et le certifier sur une blockchain publique. Ça vous garantit l'intégrité de ce document. Si vous êtes familier de l'enveloppe Solo, qui est le produit de l'INPI, c'est la même chose mais sans l'INPI. Donc c'est intéressant. Il y aurait beaucoup d'autres cas d'usage dans l'énergie, etc. Mais trop dur à sortir en batterie comme ça. Mais voilà, le principal message, c'est que les cas d'usage innovants, au sens innovation de rupture, sont plutôt côté blockchain publique et crypto-monnaie selon moi. Et il y a beaucoup de cas d'usage incrémental, d'innovation incrémentale, qui sont en fait normales d'expérimenter aujourd'hui, tout comme tout le monde est d'aller d'abord sur l'intranet puis sur Internet. Mais attention à ne pas perdre de vue que l'intéressant c'est Internet, c'est pas intranet. Voilà. Oui, bien sûr, Nouriel Roubini. Just briefly, I mean, there are the CEOs of 3 major US financial institutions in the last month. One is the head of Bank of America, the other one, Wells Fargo, and third one, MasterCard. They've said, we've spent billions of dollars doing these proof of concepts in blockchain. We have hundreds of patents on blockchain, and we cannot find a single use case in which we're going to save any money, and we've given up on it, okay? That's the reality. They've tried it, and this is all stuff, as I said. He says it's not interesting, but all the corporate DLT or blockchain, as I said, is private, is not public, is permission, it's not permissionless, is centralized, is not decentralized. So it's not even a blockchain. It's a joke to call it a blockchain, just a distributed database. I mean, I use every day Google Docs. It's a permissioned sets of documents. Me and 5 friends, we can use these documents. It's distributed, but there's nothing to do with blockchain, and works perfectly well. So it doesn't work. There's not a single example of these things that's working. Ce que Nouriel essaye de dire, c'est que quand on demande l'avis à la poste sur l'email, généralement, ils disent que ça sert à rien. Je pense que c'est ça. Donc quand on demande à des banques à quoi sert une crypto-monnaie, c'est vrai qu'on peut penser à un conflit d'intérêts. Les deux dernières questions. No, can I add one more point? People make this comparison. They say it's like the early days of the internet. The World Wide Web was launched in 1990. 10 years later, there were 1 billion users, and you had killer apps like websites, like email, like all these other apps we're using today. 10 years since launch of Bitcoin, with much better technology, you have officially 50 million users. Half of them are never going to use it. And what are the killer apps? There's not a single killer app. There are these distributed apps. 75% of them are what? CryptoKitties. CryptoKitties. What's that? Casino games and Ponzi games, literally Ponzi games. And the other 25% of them are distributed, decentralized exchanges that nobody's using. So you've had 10 years to do something. When there was the internet, there were 1 billion users. In the second decade, another billion users. You had tons of killer apps. You had email. You had everything. You had websites. Everybody. My grandmother, my grandfather were using it, while your crypto and blockchain, after a decade, nobody is using it. So stop calling it this is the beginning of the internet. It's completely different. There are plenty of technology that come out, that bubble and fail. 99% of them fail. So don't say this is the internet because it's false. It's not the internet, it's the opposite of the internet. Transactions are falling, number of users are falling, everything is a new technology, become exponential. This is exponentially negative going asymptotically to zero, below zero, that's where it's going. No internet. I know the internet and this is not the internet. Come on. Allez, on prend vos 2 questions en même temps, messieurs. Bonjour, d'abord merci pour vos interventions, c'est vraiment passionnant. On sait qu'il y a des entreprises mondiales qui se sont enrichies en milliards et centaines de milliards de dollars sur l'Internet. On va parler de Facebook, Amazon, une entreprise chinoise aussi importante, Alibaba. Mais on le sait, c'est actuel. Donc, ils travaillent dans le numérique, ils font du commerce dans le numérique. C'est certainement qu'il va y avoir un jour ou l'autre, par ces entreprises privées, une création de monnaie. Parce que finalement, on critique le Bitcoin d'un côté, mais on entend du social de l'autre dans le discours de monsieur. On entend parler du Venezuela, on entend parler de choses comme ça, des milliards de gens qui n'ont pas accès aux banques classiques. Ma question, elle est simple, c'est va-t-on autoriser Facebook, Alibaba, les grosses entreprises d'Internet à créer leur crypto-monnaie? Est-ce qu'elles, on va les autoriser, même au niveau des États-Unis?
contrairement au Bitcoin qui est enfin, je sais pas, il y a une. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Je prends la question derrière vous et on répondra aux 2 questions en même temps. Merci. Bonjour, ma question vient un peu en écho de celle de monsieur. C'est-à-dire qu'on parle dans le discours autour des crypto-monnaies, il y a à la fois quelque chose de très émancipateur, et notamment Alexandre, vous parliez du fait qu'on puisse bancariser les non bancarisés. Quel est l'intérêt pour une entreprise globale comme Facebook qui a eu des démêlés de manière répétée avec la justice ou avec sa gestion des données personnelles? Quel est vraiment l'intérêt pour une entreprise globale comme celle-là d'aller sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est par volonté de bonté dans le monde pour pouvoir aider à bancariser des centaines de millions de personnes, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Question pour Néa. Non? First of all, I just wanted to address one thing. People often confuse the internet and the web, and I think we've been doing this up here as well. The web was in fact created by Tim Berners-Lee, 1989, 1990. It's the websites that we interact with today, HTTP, the documents, the browsing. The internet, however, is much older than that. In fact, it was started in the late 60s. The internet is the layer of protocols that underlie the web. I agree. We are not at the web. We do not have browsers. We are in the early days, much earlier days of these protocols. And in fact, those took 3 to 4 decades to work out, okay? It was many decades between the first packets transferred over the internet and, for example, the iPhone. But addressing the gentleman's questions, I think private companies creating their own digital currencies is inevitable. And I also think it could be quite dangerous. And we really need to think about how we want these things to be designed. A country's ability to regulate its currency is core to how it manages its own economy. And if one of these countries gets to a place where its digital currency is used quite a bit, they have billions of users, we're in a place where a country is starting to lose power in terms of how it can regulate its own economy. I think we will see this start to happen if we aren't careful. What's happening with Facebook now is that we are seeing a lot of governments sort of responding to what's happening and taking another look, and it's unclear exactly how far Facebook will be able to go, despite the fact that they've sort of put together this consortium. Everyone realizes it's Facebook behind this. It's not truly an open, unowned protocol. So I think it's going to be very interesting to see what happens, and I think that if countries don't respond, we will eventually see one of these massive companies developing a payment system that actually gets more traction than some small country's currency and affects a country's ability to regulate its own currency. Merci beaucoup à tous. Merci à Valérie Mignon d'avoir conçu cette table ronde avec le Cercle des économistes. Merci à nos intervenants Alexandre Statchenko, Néa Narula, Xavier Chassin de Kergomo, Alain Guo et Nouriel Roubini.